voudrais donc dire à ce régime qui pratique du gangstérisme d'État, qui se livre à du terrorisme d'État, qui arrête à tour de bras, qui procède à des purges ethniques, des purges au faciès sur l'ensemble du territoire. Je voudrais donc demander à ce régime, du haut de ma responsabilité, parce que élu aujourd'hui de la République du Cameroun, de cesser cette pratique. Les Camerounais n'en veulent plus, les Camerounais n'en peuvent plus. Et pour ce faire, je leur donne 48 heures pour arrêter, pour libérer sans condition tous nos enfants, tous les Camerounais qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons du Cameroun de manière générale. Je leur donne 48 heures. Faute de quoi, le peuple camerounais se retrouvera en légitime défense et se sentira libre non seulement de se protéger, mais également de tout faire pour protéger leurs enfants et les récupérer partout où ils se trouvent. Issa Tchiroma Bakary incarne la colère d'un peuple bafoué, l'écho d'une nation prête à renverser l'oppression. Son ultimatum est la fenêtre ouverte sur une tempête à venir, un dénouement qui pourrait sceller à jamais le destin du Cameroun entre l'ombre d'un passé tyrannique et l'aube incertaine d'une liberté conquise au prix du sang. Chers compatriotes, c'est en ma qualité de président élu de la République du Cameroun que je prends la parole pour qu'en raison de l'extrême gravité dans laquelle nous nous trouvons, j'estime utile de porter à la connaissance du monde en général et des nations qui ont érigé la démocratie et le respect des droits de l'homme comme fondement de leur existence. Porter à leur connaissance le fait que tout le peuple camerounais aujourd'hui se trouve le dos au mur, confronté à une menace existentielle de la part de ce régime qui pratique du gangstérisme d'État, qui terrorise nos populations, procède à des purges politiques, purges au faciès, purges dans toutes les régions de notre nation. Une situation inacceptable, intolérable, dès lors qu'en dehors de toute procédure judiciaire, des dizaines, des centaines, des milliers de Camerounais sont arrêtés, incarcérés, persécutés. Je voudrais donc également attirer l'attention de tous les Camerounais, mais en particulier de tous ceux qui ont foi en Dieu, du sacrilège, de la profanation auquel s'est livré le président Biya lors de la soi-disant prestation de serment. Le monde entier sait que Biya n'a jamais été élu. La nation camerounaise dans son ensemble sait que Biya n'a jamais été élu. Mais qu'il se permette de poser la main sur la Bible au nom de Dieu. Il apparaît donc aujourd'hui à tout le monde que pour M. Biya, Dieu n'est qu'un instrument qui lui permet donc de réaliser ses basses besoins. 4 jours avant cet ultimatum enflammé lancé par le président du FSNC le 6 novembre 2025, c'est un Paul Biya inébranlable tel un phénix de l'ombre qui renaît sous les lambris froids de l'Assemblée nationale. À 92 ans, fort de ses 43 ans de règne, il défie le temps et la tempête, enserré dans une armure d'expérience et de pouvoir solidifié. Pour beaucoup, sa prestation de serment est une mise en scène, celle d'un homme s'accrochant désespérément au trône face à un peuple désabusé et assoiffé de renouveau. I do so swear. I do so swear. Sous un vernis d'union sacrée, ces mots résonnent comme le glas d'un ordre humiliable, d'un système réjouissant sa propre longévité contre les vents du changement. Paul Biya convoque la stabilité, promet le développement, mais impose surtout la soumission. Ce nonagénaire, loin de s'éteindre, promet que l'ordre régnera. Une injonction lourde de menaces explicites. Il est de ma responsabilité
de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Une promesse de maintien absolu du pouvoir et un avertissement sévère à toute forme de contestation. Ce cri d'autorité incarne la volonté inflexible du président de rester le garant d'un ordre qu'il impose comme le seul chemin possible pour le Cameroun. Derrière ce mot, il y a la menace implicite que toute opposition, toute agitation sera neutralisée, quel qu'en soit le coût. Cette phrase devient ainsi un symbole poignant de la dureté du régime, une affirmation dramatique que face aux espoirs de liberté, le pouvoir choisit la force et le contrôle sans compromis, intensifiant la fracture entre un gouvernement pérenne et un peuple en quête de renouveau. Cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus après le scrutin en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. Paul Biya, qui se veut le seul metteur en scène d'une tragédie dont il tient les rênes depuis plus de 40 ans, lance un avertissement avec la froideur d'un bourreau qui scelle le destin d'un pays sans appel. Les acteurs politiques irresponsables ne sont pas de simples adversaires, mais des ennemis désignés, des spectres à exorciser pour que règne le calme apparent d'un ordre imposé. Sans jamais prononcer leur nom, ils pointent du doigt Issa Chiroma Bakary, cet opposant devenu exilé et icône d'une résistance farouche, comme le ferment d'une instabilité qu'il faut éradiquer à tout prix. Ce discours n'est pas un simple rappel à la loi, c'est une sentence anticipée, un décret tacite d'élimination politique déguisé en promesse de paix sociale. Dans cette mise en scène impitoyable, le pouvoir se veut le garant d'un ordre qui n'est autre que le maintien d'un statu quo brutal où toute dissidence est criminalisée et réprimée. Ce message est une main de fer dans un gant de fer. Il appelle à la soumission silencieuse mais totale sous la menace constante d'un chaos fabriqué. Derrière ce vernis de stabilité, c'est la peur qui dirige un régime terrifié par le spectre d'une révolution qu'il sait inévitable mais qu'il refuse encore d'affronter sereinement. Par cette dialectique du pouvoir, Paul Biya transforme l'opposition en paria, la contestation en chaos et le pays en un champ de tension explosive où la moindre étincelle pourrait embraser la poudrière d'une société déjà à bout de souffle. Ce qu'on attendait légitimement du chef de l'État, c'est l'annonce de la création des fonctions publiques régionales et communales, la fonction publique territoriale, parce qu'elle est le gisement de l'emploi des jeunes. C'est ça qu'on attendait, pour que cela soit cohérent avec les cadres de référence que le président lui-même a ordonnés. Lorsque le président se met encore à nous tenir le discours des années 90 où l'État faisait tout, c'est ça le problème. Selon plusieurs voix d'experts et d'observateurs politiques, Paul Biya est perçu comme ce colosse de fer indéboulonnable, solidement ancré sur le trône présidentiel après plus de 4 décennies de règne ininterrompu. 8 mandats se sont succédés. Et bien que certains dénoncent ce pouvoir comme écrasant les rêves d'émancipation, d'autres soulignent sa capacité à maintenir une certaine stabilité dans un contexte politique complexe. Sous ce long règne, la jeunesse et les voix insurgées, selon ces observateurs, s'efforcent de se faire entendre, mais leur espérance se heurte à la structure rigide d'un régime marqué par la peur, la répression et l'habitude du pouvoir. Pour certains analystes, ce qui semble être une guerre silencieuse contre le temps a transformé le Cameroun en un théâtre d'ombre où la lumière de la liberté peine à percer. Selon eux, une tragédie est palpable.
une population suspendue entre résignation et attente d'un changement qui tarde à venir, évoluant dans un combat constant entre un pouvoir sourd aux aspirations populaires et un peuple affamé de justice. Ainsi, Paul Biya, surnommé par certains comme un phénix, renaît des crises successives, repoussant l'inévitable et marquant une continuité qui plonge le pays dans une longue incertitude où l'avenir tient à un fil fragile. Mais si on ne réoriente pas les choses, il n'y a aucune espérance pour ce citadin. Ça veut dire que c'est un citadin qui risque même de se passer très très mal. Quand on sait aussi que le chef de l'État lui-même n'est plus tout aussi présent comme il était autrefois. Donc je dis, c'est la preuve que les faucons de son entourage, ceux qui ne veulent rien entendre ou sont incapables de comprendre, c'est eux qui gouvernent. Pour ceux qui aspirent à un vrai changement, la dure réalité est un couperet implacable. Leurs cris s'étouffent dans l'épaisseur du silence. Leurs espoirs se brisent en éclats disséminés. Et il ne leur reste pour tout partage que leurs larmes amères et silencieuses. La fracture sociale et politique déchire la nation, laisse la jeunesse et les militants ameurtris d'un combat sans fin, portent le poids d'une colère sourde et d'une blessure profonde. Dans les ruelles embourbées des Douala, sous l'aridité des Garoua, de Maroua, dans chaque coin du pays, les rêves étouffés tentent de tenir bon, mais le souffle du pouvoir ancien les écrase sous son joug inflexible. Les cris de liberté, parfois étouffés par la répression, résonnent comme des échos distants dans un théâtre où la scène est dressée pour contenir la révolte. Chaque larme versée est un témoignage d'une lutte trop longtemps différée, une douleur collective qui se fait ressentir dans le regard vide des jeunes, dans la voix brisée des militants. Le Cameroun traverse un moment de tragédie historique, suspendu entre la résignation d'un présent lourd et l'attente incertaine d'un avenir libéré. La jeunesse excédée et affamée d'espoir se trouve à la croisée des chemins entre la patience fatiguée et la volonté irrépressible de briser ses chaînes. Ce tableau est celui d'une nation fracturée où la quête de justice et de dignité s'écrit souvent dans la colère et la souffrance, mais toujours avec la détermination farouche de ne pas être réduite au silence ni à l'oubli. Et je vous dis que c'est la preuve que les gens, parce que lui-même n'écrit pas le discours, les gens qui écrivent ce discours, ils sont fermement arrimés, n'est-ce pas, à cette vision passéiste de l'État qui contrôle tout l'argent à Yaoundé, fait tout à Yaoundé. Parce que c'est ce que transmet ce discours. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de balayage de tous les cas de référence que le président Biya lui a ordonné. Le discours de Biya ne pouvait pas se faire en 2025 avec tous les problèmes qu'on a au Cameroun sans évoquer la décentralisation. Non seulement comme une demande de la population, mais aussi par le nouveau moyen par lequel l'État agit pour résoudre la demande sociale. Il y a des défaites qui sonnent comme des sentences. Celle d'Issa Chiroma Bakary en 2025 n'est pas qu'un réveil politique. C'est une tragédie nationale. Un homme face à l'histoire, un peuple face à son silence. Durant des mois, Chiroma avait voulu incarner le retour du peuple trahi. L'ancien ministre ex-allié du régime s'était rêvé en rédempteur. Il avait promis de rendre la présidence au peuple, le peuple au pouvoir. C'était le cri de guerre, la promesse presque une prière. Issa Chiroma Bakary en avait fait un étendard, un serment, un programme condensé en 4 mots. Dans ce discours, il lançait comme une flèche le peuple au pouvoir contre les clans, contre
la gérontocratie contre l'éternité d'un régime figé. Mais au soir des élections, le slogan s'est heurté à ce que tout Camerounais connaît. La machine. Froide, calculée, implacable. Un mécanisme d'État huilé par 40 ans d'expérience, de fidélité verrouillée, des procédures bien rodées. Le peuple, celui qu'il invoquait, n'a jamais touché ce pouvoir qu'on lui promettait. On lui a encore parlé en son nom, sans jamais lui rendre sa voix. Et le rêve s'est effondré dans un bruit de paperasse et de matraque. Dans les rues, le slogan n'a pas fait lever les foules. Il a résonné comme un écho lointain, un refrain sans refrain. Le peuple au pouvoir, ironie cruelle d'un pays où le peuple vote, mais ne décide jamais. Chiroma croyait rallumer la flamme de la souveraineté populaire, mais la machine, elle, n'a pas vacillé. Le slogan est resté suspendu dans l'air, beau et impuissant, comme ces mots qui font vibrer un instant avant de se perdre dans le vacarme du réel. À l'issue du scrutin, le couperet est tombé, le CC a parlé froidement, mécaniquement, 53% pour Paul Biya, 35% pour Chiroma. Le reste, des murmures, des larmes et une colère étouffée. Ce qu'il y a de tragique dans cette histoire, c'est que Chiroma y a cru. Vraiment. Il s'est vu en figure de rupture, en prophète d'un Cameroun nouveau. Son équipe dans l'ombre a compilé des chiffres parallèles, dressé des courbes, produit des tableaux, des preuves, disait-il, des preuves que le peuple a parlé. Mais le peuple, lui, n'a pas marché. Les villes mortes qu'il a appelées ont tourné à des villes muettes. Le grand fracas espéré s'est éteint dans les ruelles de Douala, les carrefours de Garoua. La peur, la lassitude, l'indifférence ont pris le dessus. Le cri du tribun n'a pas traversé les murs du désenchantement. Ce n'était pas la première fois qu'un Camerounais contestait une élection. Mais c'était peut-être la dernière fois qu'un homme croyait encore pouvoir le faire seul. Car au fond, ce n'est pas seulement l'homme qui a perdu, c'est une illusion. Et cette illusion, elle est collective. Celle de croire qu'un électrochoc pouvait naître d'une élection verrouillée. Celle de penser que la vérité, criée assez fort, pouvait faire trembler un pouvoir bâti sur 40 ans de calcul, de fidélité, de peur organisée. L'ultimatum de ce 10 novembre, 48 heures pour libérer les prisonniers politiques, à la force d'un tonnerre. Mais dans le ciel politique camerounais, personne ne sussaute. Les palais sont calmes, les ministres sont silencieux en attente d'un remaniement. Voilà le plus important. Les commissariats pleins. Et Chiroma, depuis son exil à Yola, peut mesurer la solitude des prophètes après la tempête. Ses propres alliés ont baissé les yeux. Certains ont félicité Paul Biya, d'autres ont choisi le silence prudent. Les plus cyniques ont souri. Encore un qui croyait qu'on change un système avec une vidéo Facebook. Pendant ce temps, le régime n'a pas changé de ton. Il n'a pas crié, il n'a pas justifié, il a simplement fait ce qu'il sait faire. Attendre, étouffer, user. Les manifestations dissoutes, les meneurs arrêtés, les morts sans nom, sans nombre, sans deuil public. La contestation s'est éteinte comme une braise sous la pluie. Et Biya, imperturbable, a prêté serment pour un 8e mandat. 8. Une longévité
qui défie la raison, le temps et peut-être même la foi. Le pays, lui, s'est refermé sur son fatalisme. Les Camerounais ont repris leur souffle, leur routine, leurs prières, leurs activités. Le tumulte politique a cédé place à ce qu'on connaît trop bien ici. Le murmure discret du « on va faire comment ?» Oui, on va faire comment? Paul Biya a prêté serment. Ce qu'il reste d'Issa Chiroma aujourd'hui, c'est une ombre sur le mur du pouvoir. Un homme qui a voulu réinventer son destin et se heurter à l'inertie du réel. Son nom reste, sa voix résonne encore, mais son écho s'estompe dans le vacarme du quotidien. Il n'a ni l'appareil, ni les réseaux, ni la terre sous ses pieds. Il n'a plus que sa parole, et cette parole, désormais, flotte sans ancrage entre exil et oubli. Il voulait être l'étincelle, il est devenu la cicatrice. Le plus cruel dans cette histoire, c'est que Chiroma n'a pas seulement perdu une élection. Il a perdu la foi d'un peuple en la possibilité du changement. Et dans ce Cameroun qui continue d'avancer, à reculons, il incarne malgré lui le symbole d'une époque où les révoltés finissent toujours par parler au vent. Car le vrai vainqueur de 2025, ce n'est ni Paul Biya, ni Issa Chiroma. C'est le système lui-même. Ce monstre lent, patient, tentaculaire, qui ne gagne jamais par la force, mais par l'usure. Un pouvoir qui ne triomphe pas parce qu'il est aimé, mais parce qu'il est là, toujours. Et face à lui, même les plus courageux finissent par se lasser. Les exils se multiplient, les rêves se taisent, les voix se perdent. Issa Chiroma aura eu le mérite d'essayer. Mais l'histoire retiendra qu'en 2025, celui qui voulait sauver le Cameroun n'a pas su sauver sa propre révolte. Merci.